C'est une nouvelle rencontre au village vacances Léo Lagrange Touristra à Vaison-la-Romaine pour le festival Vaison Polar. Nouvelle édition 2013 avec, paraît-il, un plateau exceptionnel d'auteurs invités. Et la preuve en est à côté de moi, puisque quand je suis arrivée dans la salle du village vacances, on m'a glissé doucement à l'oreille en parlant de Jean-Bernard Pouy que j'ai à côté de moi. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour. Que vous étiez le monstre sacré du polar noir. Non, ça c'est des conneries. Mais non, de temps en temps, il m'appelle le papy. Le pape et le papy. Le pape, c'est Mesplède là-bas, indétrônable. Et alors maintenant, je suis un des plus anciens, quand même, un des plus vieux. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils essaient de ne pas me manquer de respect. Parce que j'ai le bras long. Alors vous êtes, c'est la première fois que vous venez à Vaison-la-Romaine. Oui, enfin, pour le festival, oui. Sinon, je connais Vaison-la-Romaine. Puisque mes parents ont habité longtemps à Remoulins, à côté de, entre Avignon et Nîmes. Donc je me baladais dans tout le coin quand même. Donc, je connais Vaison. Et quand on vous a invité, quelle a été votre réaction? Oh ben, j'étais très content, on est toujours très content d'être demandé ardemment. Le problème c'est que j'ai jamais pu venir parce que c'est toujours au moment d'autres festivals. Alors vous savez, les festivals littéraires et les festivals polars, il y en a tellement que moi si j'acceptais toutes les semaines, je serais parti, je serais plus chez moi quoi. Donc il y avait toujours un autre festival qui se déroulait au même moment. Donc j'avais toujours dit non, que je pouvais pas. Et là j'ai pu dire oui. Donc on visite on visite la France profonde, comme on dit. Ici, c'est pas vraiment la France profonde. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les festivals polars sont pratiquement tous, enfin à 75%, ils sont dans des régions vinicoles. Et là, quand même, alors, le Gigondas, le Vaqueras, tout ça, bon. Ce qui fait que la moitié des auteurs de polars sont alcooliques. C'est comme ça, et il y en a même qui sont morts à cause de ça, souvent. Comment définiriez-vous votre écriture sur le polar? Est-ce qu'on peut parler de plusieurs styles de polar? Ah oui, le polar, c'est un mot très pratique qui a été inventé, qui a été amené surtout dans la sphère journalistique dans les années 90 par là, pour grouper quand même des romans qui sont et des styles littéraires qui sont extrêmement différents. Il y a le roman d'énigmes qu'on connaît, Agatha Christie, et les nouvelles Agatha Christie. D'ailleurs, vous vous souvenez de ce que des proches disaient d'Agatha Christie? Non, ils disaient, certains l'appellent Agatha et d'autres l'appellent Agatho. C'est les blagues les plus lamentables du monde. Il y a le roman d'énigmes, il y a le roman policier, qui est une des grosses parts du polar. Il y a le thriller, c'est-à-dire le roman criminel, qui a été très très couru il y a quelques années, un peu moins maintenant peut-être, qui est les histoires de serial killer, de tout ça, enfin bref. Et là où on s'intéresse plus au mal qu'à autre chose. Et puis la quatrième catégorie que je pratique est le roman noir, qui veut dire que c'est un roman de critique sociale. C'est un roman qui est apparu dans les années 30 et aux États-Unis surtout, et puis qui a essaimé un peu partout. Et où là, il n'y a pas besoin. Il peut y avoir. Il peut ne pas y avoir de mort, il peut ne pas y avoir de policiers, ça peut être tout à fait autre chose. Par exemple, Camus, même lui, L'étranger, c'est un roman noir. D'ailleurs, il a commencé à l'écrire après avoir lu un des plus célèbres romans noirs de l'histoire, qui est Le facteur sonne toujours deux fois. Bon. Voilà, il y a une certaine violence. Mais enfin, c'est toujours une violence et un aperçu des choses qui est de l'ordre de la critique sociale. C'est parce que le monde est comme ça que les gens se comportent comme ça. Parce que les gens ne sont pas ce qu'ils sont ce qu'ils font. C'est un roman très... pas vraiment psychologique, mais très, très basé sur la gestalt. Enfin bon. C'est ce que les gens font, c'est la manière dont ils se comportent, c'est ce qu'ils disent du monde qui donne des renseignements sur eux. Et pas un auteur qui va balancer des pages et des pages de lignes psychologiques pour définir un personnage.
les quatre genres se côtoient, hein. Et il y a des auteurs qui mélangent tout ça. Quelqu'un de très célèbre, par exemple comme Elroy, aux États-Unis, il fait du thriller, il fait du roman policier, il fait du roman noir et un peu du roman énigme. Donc il est un peu sur tous les genres à la fois. Mais ici, il y a les auteurs, beaucoup d'auteurs de romans noirs quand même, qui s'occupent du contemporain, qui s'occupent de ce qu'est et ce que devient le monde, quoi, à travers des personnages qui ont des trucs à régler. Et je vous dis, pas forcément des histoires de meurtre, de vol ou autre chose. Non, non, il peut y avoir. Pas le contraire, évidemment, c'est pas des romans roses, hein, puisque ce sont des romans noirs. Donc il y a forcément quelque chose d'un peu tragique, d'un peu complexe qui survient lors du récit, toujours. Et alors Jean-Bernard Puy, parlez-nous de votre dernier roman noir. Oh, j'en ai écrit 100, alors je les mélange tous. Le dernier, je crois que c'est un. Je crois, j'en suis même pas sûr. Le dernier, c'est. Roman, c'est un roman qui s'appelle Samedi 14, qui est paru l'année dernière. Entre-temps, j'ai écrit des novellas. Ça, c'est un style particulier que je pratique avec Marc Villard, qui est là. Les novellas, c'est pas des nouvelles et c'est pas des romans, c'est entre les deux. C'est-à-dire, c'est des grosses nouvelles de 80 pages à peu près. Et où là, on a plus le temps d'installer une situation ou un dilemme que dans la nouvelle et là, qui est un polaroid, quoi, qui est une photo assez brutale avec une chute. Et le roman, là, c'est autre chose, on a le temps. Mais moi, j'aime beaucoup la novelle là. Ouais. Alors, oui, j'en ai écrit trois depuis samedi. Une qui s'appelle Blonde, enfin qui fait partie d'un recueil qui s'appelle Blonde. Une qui s'appelle Le Bar Parfait. Quelles sont vos aspirations? Oh, tout, moi. Et, tout, il y a la base, c'est bien sûr la presse, ou pas forcément les faits divers, parce que les faits divers, on est dépassé par les faits divers, il y a des choses tellement incroyables. Mais on peut s'en inspirer. On peut s'en inspirer dans le sens où le fait divers est aussi un état des lieux, c'est un état du monde. Quand on voit que un type arrache les molaires de sa femme à la clé à molette, parce qu'il n'a pas de rond pour payer le dentiste, c'est pas très marrant de raconter ça en tant que tel, mais ce qu'on voit tout de suite dans ce fait divers, c'est que il se livre à des actes extrêmes parce qu'il a plus de rond, parce qu'il est au chômage, parce que c'est cela. Donc le fait divers, c'est toujours un peu ça. Non, sinon il suffit d'écouter autour de soi. Il y a toujours des potes qui ont des débuts d'histoire incroyables, qui ne s'en rendent pas compte souvent. La presse, et puis c'est pas tellement un roman d'imagination. On est obligé d'imaginer après pour consolider la fiction. Mais il y a tout quelque chose qui vous marque, qui vous appelle, qui vous attire l'œil, et à partir de là, vous savez que vous pouvez peut-être faire quelque chose, quoi. Mais des fois, il faut chercher. Enfin, c'était l'année dernière dans la presse. En Bretagne, parce que je vais en Bretagne, il y a plein de chapelles en Bretagne que personne ne visite jamais parce qu'il n'y a rien dedans, quoi. Et là, il y a un type qui, en sortant d'une chapelle, il s'est pris la cloche sur la tête. Donc, c'est tragique, bien sûr. C'est marrant aussi en même temps, mais on se dit que pas de bol, hein, quand même. Vraiment, il n'y a jamais personne. Bon. Et le journaliste, là, lui, il était obligé d'avoir un peu d'imagination. Il a dit, c'est qu'il a claqué la porte trop fort. Ce qui n'est pas très satisfaisant comme explication. Puis après, on a appris que le type qui est mort était un intégriste qui faisait chier l'évêque de Saint-Brieuc. Alors tout de suite, même si c'est pas ça, tu vois l'évêque de Saint-Brieuc sur le toit avec la cloche, avec ses potes qui lâchent la cloche sur l'autre sort. Bon, tout est, à partir d'un petit événement, tout est permis. Et à partir de là, tu attaques les problèmes de l'église dans les Côtes d'Armor, et puis ratata, ratata, ratata. Donc c'est
à partir d'un petit événement souvent que le truc se déclenche. Que, Et qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? oh, Pour écrire les premiers mots et partir, ça y est, sur... ça c'est pas un problème. Le problème de la page blanche, tout ça, non, ça c'est des trucs pour. Non, mais vous avez un déclic dans votre tête. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Après, alors, il faut organiser ça. Moi, je préfère quand même, au moins dans ma tête, construire l'histoire avant, de façon à pas être surpris au moment de la rédaction. Mais beaucoup de choses se passent pendant qu'on écrit. C'est-à-dire que c'est où les trucs arrivent. Bon, ça dépend des auteurs, bien évidemment, mais en général, il y a une espèce de flux comme ça euh, qui survient et qu'il faut gérer. Et chacun le gère d'une manière ou d'une autre. Il y a les automatiques, comme par exemple Simon, qui lui écrivait un chapitre par jour pendant 8 jours, et chapitre de Tanti, et au bout d'une semaine, il avait un maigret. Il y en a d'autres qui vont mettre 4 ans à se lancer dans un truc. Il y a ceux qui écrivent moi, j'écris très vite, c'est pas forcément une gloire, hein, c'est pratique. Et il y a ceux qui travaillent, surtout qui ont un boulot à côté, qui ne peuvent pas se mettre à écrire systématiquement. Alors que moi, parce que j'écris vite, j'écris beaucoup, donc je peux en vivre. Ouais. Oh, c'est n'importe quoi. C'est la cuisine, c'est pas très. Non, mais c'est la joie. C'est la joie de raconter une histoire. Il y a une espèce de. Dans les mariages, comment ça se fait qu'à chaque fois, les mariages, les repas de fête de famille, il y a toujours quelqu'un qui va demander à tonton Gaston de raconter une histoire que tout le monde connaît. Mais il va avoir tellement de joie à la raconter, à broder dessus, ça ne va pas être la même que l'année d'avant, où elle aura un gon. Tout ça, c'est une espèce de joie de la fiction aussi, qu'il faut prendre en compte. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est d'inventer une histoire. Je ne suis pas un grand inventeur d'histoire. Mais j'adore les gratter, quoi, parce que alors là, tu peux raconter tout ce que tu veux. Et puis tu joues avec tes personnages, et tu joues surtout avec le lecteur. Parce que ceux qui disent, ouais, moi j'écris pas pour les lecteurs, à mon avis, c'est des conneries. On est... Est-ce que parfois, excusez-moi, est-ce que parfois vous mettez à la quand vous écrivez, vous essayez de vous mettre à la place du lecteur, savoir comment il va réagir en lisant ces mots? Pour moi, c'est l'essentiel. Enfin, le lecteur n'existe pas, hein, c'est un lecteur unique, mais il est protéiforme comme ça, mais on se dit, bon, ben, là maintenant, je vais le perdre, je vais l'emmerder, je vais essayer de le faire rigoler. Au contraire, je vais essayer de lui faire peur. Je vais me foutre de lui. Enfin, il y a toutes les réactions possibles. Donc on joue avec le lecteur. Et souvent, moi, quand j'écris une scène, je dis, ah, ça, un tel que je connais va m'en vouloir. Un autre, au contraire, ça va le faire marrer que je me moque. Enfin bon. Donc on joue, oui, bien sûr. À mon avis, on ne peut pas l'oublier. Alors, il y a que l'écriture analytique. C'est sûr que ceux qui racontent l'histoire de leur grand-mère fasciste, c'est un peu différent. C'est un chassé-croisé entre l'autobiographie, bien sûr, et puis l'histoire, tout ça. Enfin, et puis aussi les romans, comme je disais, les romans analytiques, où là, on remplace le psychanalyste, quoi. Donc, ça, je pratique pas, donc je ne peux pas devenir vraiment. Mais beaucoup d'auteurs disent que écrire est une douleur. Moi, je dis écrire est un plaisir inouï. Bah oui. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une évolution, comme on voit, on parle de fiction, ça peut être de la fiction dans le cinéma, ça peut être de la fiction dans les livres, notamment pour vous plus particulièrement. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une évolution, un changement de façon d'écrire au fil des temps? On voit le cinéma, il évolue depuis des générations, il a énormément évolué. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un phénomène similaire dans le monde de la littérature? Oui, mais enfin, le cinéma, il existe depuis un peu plus d'un siècle. C'est quand même un art très très neuf. Donc il a évolué, mais pas tellement en fait. Parce qu'il y a un support technique aussi qui change maintenant, évidemment, avec les nouvelles technologies. Mais l'écriture, entre La Princesse de Clèves, dont on a beaucoup parlé, ou La Chanson de Roland, et puis un roman de, je sais pas, de Pierre Guyotat, il y a des différences absolument incroyables. Donc oui, ça évolue, mais le roman est un problème de langue surtout. C'est vrai que le cinéma, étant donné que tout passe par l'image,
euh, les gens reconnaissent directement. Apparemment, les humains ont les mêmes yeux et ils ont les yeux connectés de la même façon au cerveau. Alors qu'avec les langues, c'est radicalement différent. C'est vrai qu'on peut dire qu'il y a une littérature japonaise, par exemple, ou chinoise, parce qu'elle est aussi générée par les idéogrammes, par le fait que ce ne soit pas un alphabet. Tout ça, il y a des différences énormes entre les langues et donc entre les littératures. Même si, à la fin, on en est à peu près au même point qui est le livre, enfin, ou la chose imprimée, ou au moment des romans gravés. Enfin, elle a toujours un peu évolué. Mais il y a beaucoup plus de différences entre les débuts de l'écriture et ce qui se passe maintenant que, par exemple, entre les débuts du cinéma et ce qui se passe maintenant. Bon. Le cinéma, il faut une caméra, faut toujours les mêmes trucs. Et puis, le cinéma, pour moi, est en retard de 500 ans sur la littérature, quoi. Donc, le problème se pose pas tellement. Il a le temps de vieillir. Il vieillira après. Ou il changera peut-être. Et pour revenir à Vaison-la-Romaine, est-ce que c'est une famille d'auteurs polars? On se connaît tous. Hein. C'est vrai que bon, on se voit dans des coins pas possibles. Là, on est plutôt presque chez Marcus, quoi. C'est-à-dire, il y a les auteurs du Sud, les auteurs du Breton, les auteurs du Nord. Et bon, mais Marcus, je le voyais la semaine dernière, on était à côté de Nantes. Bon. Donc on se balade beaucoup. Et on se voit. Et, famille, oui, il y a une cinquantaine d'auteurs quand même qui se connaissent bien et qui tournent bon an, mal an d'un festival à l'autre. Mais je vous dis, fais attention parce que, un, c'est fatigant. Deux, on boit pas mal. Et trois, il faut beaucoup d'imagination pour arriver à se renouveler dans les blagues et les discours qu'on fait avec les autres. On y parvient facilement, hein, parce qu'on a l'entraînement. Mais il faut quand même... non, c'est un plaisir. Hein, on refuse pas le plaisir. Quoi. Des gens vous invitent, vous veulent. Ah, venez, ils crient après vous, vous n'allez pas les envoyer balader. C'est un plaisir de se sentir désiré, quand même, d'une certaine manière. Merci Jean-Bernard Pouy. Merci à vous.